Les phares ont surgi dans mon rétroviseur avec une telle soudaineté que pendant une seconde, j'ai cru les avoir imaginés. Il neigeait très fort près de l'île cette nuit-là, ce genre de tempête hivernale latérale qui rend même les routes familières étrangères. J'étais à mi-chemin d'un virage près de la 25 quand j'ai effleuré les freins. La pédale s'est enfoncée. La voiture n'a pas ralenti. Elle a vacillé. Je me souviens du rail de sécurité qui a défilé devant le monde, inclinant la sensation d'apesanteur pendant une fraction de seconde, puis le choc violent de l'airbag explosant contre ma poitrine. Le silence. Quand j'ai rouvert les yeux, la première chose que j'ai entendue n'était pas la voix de Sophie. C'était un moniteur. Bip, bip, bip. Plafond blanc, lumière fluorescente, mes côtes bandées serrées, et une chaise vide à côté du lit. Je m'appelle Étienne Dubois. J'ai 57 ans. Je gère des opérations logistiques depuis près de 3 décennies. J'ai géré des grèves, des effondrements de chaînes d'approvisionnement et des audits qui auraient brisé des hommes plus faibles. Mais rien dans ma vie ne m'avait préparé à me réveiller seul après avoir failli mourir et à réaliser que ma femme n'était pas restée. L'infirmière Inès Moreau fut la première personne à m'expliquer ce qui s'était passé. « Vous avez eu de la chance », dit-elle en consultant calmement mon dossier. « Côte fêlée, commotion cérébrale, aucun dommage interne. »« Où est ma femme ?» ai-je demandé. Elle a hésité. Cette pause m'en a dit plus que ces mots. « C'est elle qui vous a amené », dit Inès avec prudence. « Elle a laissé votre portefeuille à la réception, puis elle est partie. » Partie, pas sortie prendre l'air. Pas rentrée se reposer. Partie. J'ai essayé de rationaliser. Sophie détestait les hôpitaux. L'odeur, les néons, l'attente. Elle va revenir, ai-je marmonné. Inès n'a pas contredit. Elle a simplement ajusté la perfusion et a dit « Vous n'avez reçu aucune visite ». C'est là que la première fissure est apparue. J'ai demandé mon téléphone. Il n'était pas parmi mes affaires. Les urgences avaient enregistré mon portefeuille, ma montre, mais pas de téléphone. Inès m'a apporté une tablette de l'hôpital pour que je puisse consulter mes messages professionnels. C'est là que la deuxième fissure s'est formée. 3 jours après l'accident, pas le premier jour, pas pendant que j'étais inconscient, mais 3 jours plus tard, il y avait des demandes de transfert en attente sur notre compte épargne commun. La raison indiquée, dépenses médicales anticipées. J'ai fixé l'horodatage. Puis j'ai vu quelque chose qui n'allait pas. Une demande de mise à jour du bénéficiaire sur ma police d'assurance vie, soumise le même après-midi. Ma respiration s'est ralentie. Les dépenses médicales avaient un sens. Changer qui reçoit le paiement si je mourais. Ça ne ressemblait pas à Sophie. Nous étions mariés depuis 12 ans. Elle aimait toujours les belles choses, les abonnements au spa, les week-ends shopping en boutique, mais elle n'avait jamais été imprudente. Du moins, c'est ce que je croyais. Puis je me suis souvenu d'une conversation d'il y a un mois. Elle avait mentionné des soldes de cartes de crédit en hausse. Temporaire, avait-elle dit. Juste pour jongler un peu. Je n'avais pas insisté. J'aurais dû. Cet après-midi-là, Inès est revenue avec une expression différente sur son visage. Votre femme a appelé, a-t-elle dit. Mon cœur s'est serré. Est-ce qu'elle revient? Elle a demandé si vous étiez toujours hospitalisé. Toujours hospitalisé. Pas comment allez-vous? Pas puis-je la voir? Toujours hospitalisé. Ai-je demandé. Inès a joint ses mains avec soin. Je lui ai dit que vous étiez réveillé et médicalement stable, et elle est devenue silencieuse. C'était la 3e fissure. Sophie n'était pas soulagée. Elle n'était pas émue. Elle était silencieuse. Cette nuit-là, j'ai appelé mon avocat, maître Bertrand Leroy. Il était l'avocat de mon père avant moi. Si quelque chose semblait étrange, Bertrand savait comment l'examiner sans réagir de manière excessive. Il est arrivé avant la tombée de la nuit. Je lui ai parlé des virements, du changement de bénéficiaire, de la demande de tutelle dont Inès m'avait discrètement parlé via l'administration de l'hôpital. Bertrand a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il s'est penché lentement. « Étienne, a-t-il dit avec précaution, votre femme a-t-elle déjà eu des ennuis financiers? Vous n'aviez pas tout compris. » La question persistait. Je pensais aux appels téléphoniques tardifs qu'elle sortait prendre.
À un SUV noir que j'avais vu garer près de notre maison 2 fois le mois dernier. À ce garage inconnu qu'elle avait insisté pour utiliser pour la révision de mes freins une semaine avant l'accident. La neige était tombée plus fort cette nuit-là, et maintenant, allongé dans un lit d'hôpital, une pensée s'imposait plus fort que les autres, les freins n'avaient pas seulement lâché. Ils avaient été révisés. Bertrand n'a pas paniqué. C'était la première chose qui me stabilisait. Il n'a pas accusé Sophie. Il n'a pas sauté aux conclusions. Il a simplement posé des questions avec le même ton qu'il utilisait lorsqu'il examinait des contrats. Ralentissons tout cela, a-t-il dit, joignant ses mains sur le bord du lit d'hôpital. Vous avez fait réviser vos freins une semaine avant l'accident? Oui. Qui a organisé cela? Sophie. Et le garage? Pas notre mécanicien habituel. Elle a dit qu'ils avaient une promotion hivernale. Bertrand a hoché la tête une fois. Avez-vous vu le reçu? Non. Cette réponse est restée entre nous plus longtemps que je ne l'aurais souhaité. Il a sorti son téléphone. Je vais faire 3 choses, a-t-il dit calmement. Premièrement, geler tous les transferts en attente. Deuxièmement, signaler votre demande de changement de bénéficiaire d'assurance vie. Troisièmement, demander le rapport d'accident officiel. Je l'ai regardé travailler avec un étrange mélange d'humiliation et de clarté. J'avais fait confiance à ma femme pour tout, et maintenant je demandais à mon avocat de me protéger d'elle. Inès est revenue juste au moment où Bertrand terminait ses appels. Elle a envoyé des courriels à l'administration de l'hôpital, dit Inès doucement, à propos de ce que j'ai mentionné concernant les évaluations de capacité. Elle a demandé si les patients post-commotion cérébrale présentaient parfois une confusion tardive. Les yeux de Bertrand se sont lentement levés vers moi. Elle est en train de construire un historique, a-t-il dit. Pourquoi faire? Une tutelle, ou au moins un moyen de pression. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Pas de la peur, mais de la reconnaissance. Sophie ne faisait rien d'impulsif. Si elle préparait le terrain, cela signifiait qu'elle avait une raison. Ce soir-là, Bertrand est revenu avec un résumé préliminaire de l'accident. Aucun signe de verglas, a-t-il dit. Le temps était mauvais, mais pas inhabituel. Aucune collision signalée. Et un autre véhicule, ai-je demandé. La caméra de l'autoroute a capté des phares derrière vous avant le virage, a-t-il dit. Trop loin pour les plaques. J'ai fermé brièvement les yeux. Je me souvenais du SUV tournant au ralenti après que j'ai dérapé. Marc va vérifier les dossiers de remorquage, a poursuivi Bertrand. Votre voiture a été transportée dans un garage privé, pas dans le parc d'assurance. Pourquoi cela importerait-il? Parce que les garages privés ne préservent pas toujours les preuves, a-t-il dit. Ce mot encore, preuve. Il sonnait étrange dans le contexte d'un mariage. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Sophie. J'ai laissé sonner. Un message texte est arrivé à la place. Nous devons parler. Les gens posent des questions. Des gens. Pas comment allez-vous? Pas je suis désolé. J'ai tapé lentement. Pourquoi avez-vous changé le bénéficiaire de ma police? L'indicateur de frappe est apparu. A disparu. Puis la réponse est venue. Les factures médicales sont imprévisibles. Je vous protégeais. Nous protéger? Le même mot qu'elle avait utilisé dans les disputes lorsqu'elle dépensait trop. Le même mot qu'elle utilisait quand elle insistait sur le fait que je n'avais pas besoin de consulter les relevés. Inès a jeté un coup d'œil sur moi. Voulez-vous la voir? J'ai réfléchi attentivement. 12 ans de vacances communes, de projets communs, de remboursement d'hypothèques communs, et une révision de freins que je n'avais jamais personnellement vérifiée. Non, ai-je dit finalement. Pas encore. Plus tard dans la nuit, Marc a appelé. J'ai trouvé quelque chose, a-t-il dit. Sa voix portait le ton qu'il utilisait quand il travaillait dans les interventions d'urgence. Mesuré, sérieux. Le garage que votre femme a utilisé, a-t-il continué, appartient à un type nommé Lucas Fournier. Le nom a fait écho à quelque chose de faible dans ma mémoire. Est-ce que cela vous dit quelque chose? J'ai repensé au SUV noir. À un homme grand que j'avais une fois vu dans notre allée quand je suis rentré tôt du travail. Sophie avait dit qu'il aidait juste avec quelque chose. Quoi d'autre, ai-je demandé calmement.
Lucas Fournier a été vu au volant d'un SUV noir, a répondu Marc. Le silence a rempli la ligne. Et Marc a ajouté avec prudence, il a déposé son bilan l'année dernière. Dette élevée, liée au jeu d'argent. Les pièces ne se sont pas assemblées brusquement. Elles ont glissé lentement, délibérément. Les soldes de cartes de crédit croissants de Sophie, les retraits d'espèces inexpliqués, la révision des freins, le SUV, le changement de bénéficiaire 3 jours après l'accident, pas le premier jour. Le troisième, comme si elle avait attendu, comme si elle avait eu besoin d'une confirmation que je ne me réveillerais pas. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. La douleur me tenait éveillé, mais ce n'était pas les côtes. C'était le calcul. Sophie n'agissait pas sans calcul. C'était quelque chose que j'avais toujours admiré chez elle. Elle était organisée, stratégique, soucieuse des apparences. Si Lucas Fournier possédait le garage et que Lucas conduisait un SUV noir et que Lucas avait de sérieuses dettes de jeu, alors rien de tout cela n'était aléatoire. Le lendemain matin, Bertrand est arrivé avec quelque chose de nouveau. J'ai cité à comparaître les divulgations financières préliminaires de l'entreprise de Lucas Fournier. Il a dit, rien d'illégal pour l'instant, mais il y a une tendance. Quel genre de tendance? Des injections d'argent liquide au cours des 6 derniers mois. De petits montants d'abord, puis plus importants. Mon estomac s'est serré. Combien? 5 000? 10 000? 20? Je l'ai regardé. De chez nous, ai-je supposé. Pas directement, a répondu Bertrand. À partir d'une ligne de crédit secondaire ouverte au nom de Sophie. Une ligne de crédit secondaire? Je me suis senti stupide de ne pas le savoir. Elle a dit que l'abonnement au spa était promotionnel, ai-je marmonné. Bertrand n'a pas souri. Étienne, a-t-il dit doucement, la dette crée une pression. La pression crée des décisions. J'ai repensé à Lucas. Un homme qui se noyait financièrement. Une femme qui essayait de maintenir un style de vie qu'elle ne pouvait pas se permettre. Un mariage fondé sur une stabilité partagée. Et puis un accident. Un accident qui aurait déclenché le versement d'une police d'assurance vie à 7 chiffres. Le silence a rempli la chambre d'hôpital. Elle ne le ferait pas, ai-je commencé. Mais je n'ai pas pu finir la phrase. Pas encore. Marc est passé dans l'après-midi avec du café et une clé USB. Des images de caméras de circulation, a-t-il dit. Elle ne montre pas les plaques, mais elle confirme que le SUV derrière vous a ralenti après que vous ayez dérapé. J'ai regardé l'extrait granuleux sur la tablette. Les phares ont suivi ma voiture dans le virage. Quand mon véhicule a disparu au-dessus de la glissière de sécurité, le SUV a freiné, s'est arrêté, puis est reparti. Pas de panique, pas de choc, une pause. Le genre de pause que l'on fait en vérifiant un résultat. Inès est entrée dans la chambre pendant que la vidéo rejouait. Elle est en ligne à nouveau, a-t-elle dit doucement. En ligne, ai-je demandé. En direct. J'ai brièvement fermé les yeux. Bien sûr qu'elle l'était. Marc m'a tendu mon téléphone. Sophie est apparue à l'écran assise à notre table de cuisine, les mains jointes. Je ne voulais pas rendre cela public, a-t-elle commencé, la voix soigneusement retenue, mais je suis préoccupé par Étienne. Préoccupé? Le mot m'a presque fait rire. Il a subi une blessure à la tête, a-t-il continué. Depuis, il est méfiant, distant, il écoute des gens qui ne comprennent pas notre mariage. Les commentaires ont défilé rapidement. Des prières pour vous. Les lésions cérébrales changent les gens. Protégez-vous légalement. Elle a baissé légèrement la voix. J'envisage une tutelle, seulement temporairement, jusqu'à ce qu'il soit stable. La voilà. Pas émotive, pas explosive, stratégique. Elle ne m'accusait pas de violence. Elle mettait en doute ma lucidité. Si elle parvenait à convaincre suffisamment de gens que j'étais confus, alors toute accusation que je pourrais faire ressemblerait à de la paranoïa. C'était brillant et terrifiant. Bertrand a doucement pris le téléphone de ma main. Elle se positionne, a-t-il dit. Elle n'attaque pas. Elle m'isole, ai-je répondu. Oui. Et elle utilise la sympathie. Oui. Marc a croisé les bras. Quel est le plan? Bertrand m'a regardé attentivement. Vous ne répondez pas publiquement, a-t-il dit.
Pas encore. Nous rassemblons les faits. Nous la laissons s'engager dans son récit. Combien de temps, ai-je demandé? Aussi longtemps qu'il faudra pour qu'elle fasse trop. Ce soir-là, Sophie m'a de nouveau envoyé un texto. Vous vous ridiculisez. S'il vous plaît, arrêtez de les laisser vous manipuler. Les œufs? Elle était déjà en train de recadrer. Bertrand, Marc, quiconque remettait en question ses dires. J'ai tapé lentement. Pourquoi avez-vous utilisé le garage de Lucas Fournier? Pas de réponse immédiate. 5 minutes ont passé. Puis 10. Finalement, parce que c'était abordable. Arrêtez de rendre tout suspect. Abordable pour une révision de frein qui a failli me tuer. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai regardé Bertrand. Elle pense que je n'ai pas de preuves, dis-je. Et il a demandé, elle pense que je douterai de moi. Bertrand a hoché la tête une fois. Elle parie sur votre loyauté. J'ai expiré lentement. C'était la vraie arme. Pas le sabotage, pas l'argent, l'histoire, 12 ans de vie partagée. Et elle comptait dessus. Mais la loyauté ne fonctionne que si elle est réciproque. Au moment de ma sortie, la version de l'histoire de Sophie avait déjà commencé à circuler. Pas agressivement, pas de manière spectaculaire, stratégiquement. Elle ne m'accusait de rien de criminel. Elle semait le doute. Étienne est très stressé. Les commotions cérébrales peuvent changer le comportement. Il s'isole. Elle n'avait jamais utilisé le mot instable. Elle n'en avait pas besoin. Marc m'a conduit chez lui au lieu de me ramener à la maison. Bertrand avait insisté. Si elle prépare un argument de tutelle, a-t-il dit, vous ne voulez pas être dans une propriété partagée. Trop facile de prétendre à de la confusion. Cela m'a piqué plus que je ne l'aurais cru. Je ne me cachais pas de ma femme. Je me protégeais d'elle. Le premier appel est venu de Harold Moreau au cabinet. Étienne, a-t-il commencé avec prudence. Nous avons vu la vidéo. Je suppose qu'il y a des préoccupations, a-t-il continué. Rien de formel. Mais s'il y a la moindre question sur votre capacité, nous avons besoin de documentation. Je suis médicalement apte, ai-je répondu. Je sais, a-t-il dit rapidement. Mais la perception compte. C'était le problème. La perception. Sophie la comprenait mieux que quiconque. Elle avait construit sa vie sur l'apparence, la maison parfaite, les vacances choisies avec soin, la façon dont elle me présentait lors des événements caritatifs comme étant le pilier stable. Maintenant, elle me recadrait comme étant confus. Pas malveillant, pas cruel, juste malade. C'était malin. Quelques heures plus tard, Bertrand est revenu avec quelque chose de plus concret. La compagnie d'assurance a signalé la demande de changement de bénéficiaire, a-t-il dit. Ils ont contacté votre bureau pour confirmation. Elle n'a pas été traitée. Parce que vous étiez inconscient. Parce que vous n'avez pas autorisé cela. Il a posé un autre dossier sur la table. Lucas Fournier a retiré 25 000 € en espèces 2 jours avant votre accident, a dit Bertrand. Déposé sur un compte personnel lié à la ligne de crédit de Sophie. Mon cœur s'est serré. Coïncidence, ai-je demandé. Possible? Il a répondu calmement, mais improbable. Marc s'est appuyé contre le comptoir de la cuisine. Vous savez ce qui me dérange, a-t-il dit. Quoi? Le calendrier. 3 jours après l'accident, ai-je dit doucement. Marc a hoché la tête. Elle a attendu. Il a ajouté, pas pour que vous vous réveilliez. Pour avoir une confirmation. La pièce semblait plus petite. Sophie n'était pas imprudente. Elle était patiente. Elle avait attendu 3 jours avant de tenter de gros transferts, assez longtemps pour voir si je reprenais conscience. Assez longtemps pour confirmer si elle devait passer du paiement d'assurance à la tutelle. Mon téléphone a vibré. Une autre notification de diffusion en direct. Cette fois, elle était assise à côté d'un homme bien habillé que je ne reconnaissais pas. Mon conseiller juridique, s'est-elle présenté calmement. Nous explorons des options pour assurer la sécurité d'Étienne. Conseiller juridique. Pas Bertrand. Quelqu'un d'autre. Une surveillance temporaire est courante après un traumatisme crânien, a dit l'homme avec fluidité.
Cela protège les actifs contre les mauvaises décisions. Mauvaise décision. J'ai mis la vidéo en sourdine. Elle intensifie, a dit Marc. Elle officialise, a corrigé Bertrand. C'était pire. Elle veut que je réagisse avec émotion, ai-je dit. Oui, Bertrand a acquiescé. Parce que l'émotion semble instable. Je me suis penché en arrière sur la chaise, fixant le plafond. Je ne lui donnerai pas cela. Bertrand m'a regardé attentivement. À quoi pensez-vous? Elle prospère dans des environnements contrôlés, ai-je dit lentement. Les espaces sociaux, la sympathie publique. Oui, elle a un événement ce week-end, ai-je continué. Le gala de l'Association des entrepreneurs de Lille, Milwaukee Business Association. Marc a levé un sourcil. Vous venez de sortir de l'hôpital. Je sais. L'expression de Bertrand a légèrement changé. Vous envisagez d'y assister. J'envisage de reprendre le contrôle du récit. Le silence a rempli la pièce. Elle dit à tout le monde que je suis confus, ai-je dit. Alors, je me présente calme, lucide, avec des documents. Marc a croisé les bras. Et si elle s'obstine, elle le fera, a dit Bertrand. J'ai hoché la tête. Et c'est laquelle fera une erreur. Sophie n'était pas préparée à ce que je me tienne dans la même pièce que sa version de moi. Elle s'attendait à mon absence. Elle s'attendait au silence. Elle s'attendait au doute. Au lieu de cela, elle allait avoir de la clarté. Ce soir-là, j'ai envoyé un seul message. À samedi. Sa réponse est venue presque instantanément. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pour la première fois depuis l'accident, je me suis permis une petite respiration stable. Si ce n'était pas une bonne idée pour elle, alors c'était exactement ce que je devais faire. La nuit du gala, j'ai failli rester à la maison. Pas parce que j'avais peur de Sophie, mais parce que j'étais fatigué. Mes côtes me faisaient encore mal quand je bougeais trop vite. La commotion cérébrale laissait une légère pression derrière mes yeux qui s'accentuait sous les lumières vives. La partie sensée de moi savait que marcher dans une salle de bal pleine de gens qui venaient de voir ma femme remettre en question ma stabilité n'était pas idéal médicalement. Mais il ne s'agissait pas de confort. Il s'agissait de crédibilité. Le gala de l'Association des entrepreneurs de Lille était toujours peaufiné au point d'être intimidant. Lustre, quatuor à cordes, une mer de smokings ajustés et de robes en soie. Sophie adorait ce genre d'événement. Elle savait exactement comment flotter d'une conversation à l'autre, rire au bon moment, se pencher juste assez près pour créer une intimité sans être envahissante. La présentation était sa force, et ce soir, elle croyait que la salle était sienne. Marc conduisait. Bertrand écrivait à l'arrière, révisant un mince dossier une dernière fois. Rappelez-vous, a dit Bertrand calmement, nous n'accusons pas, nous clarifions. J'ai hoché la tête. Lettre d'aptitude médicale, a-t-il demandé. Dans ma poche. Documentation d'assurance avec vous et la note médico-légale. Il a tapoté le dossier. Confirmation préliminaire de falsification des freins. Rien d'accusateur, juste des conclusions. Cette partie avait été faite avec soin. La connexion de Marc au parc de la Fourrière avait permis de préserver des échantillons de fluide avant que le véhicule ne soit traité. Des tests indépendants ont confirmé une contamination, une substance étrangère introduite dans le système de freinage. Pas assez pour provoquer une défaillance immédiate, assez pour dégrader les performances sous stress. Délibéré, subtil, plus difficile à tracer, plus sûr à présenter. Lorsque nous sommes entrés dans la salle de bal, la conversation s'est presque immédiatement atténuée. J'ai senti les regards sur le pansement près de ma tempe. Sophie se tenait près du centre de la pièce dans une robe bleu marine. Cette fois, pas de rouge, sobre, contrôlé. Elle m'a vu. Le changement dans son expression a duré moins d'une seconde. Surprise, puis recalibrage. Elle s'est approchée de moi avec un calme maîtrisé. « Étienne » a-t-elle dit doucement en touchant mon bras. « Vous ne devriez pas être ici. »« Je vais bien » ai-je répondu calmement. « Vous avez besoin de repos » a-t-elle insisté assez fort pour que les autres entendent. « Vous avez été soumis à beaucoup de stress. » La voilà encore. Stress, pas confusion, pas incompétence. Juste assez de doute.
Judith Valois s'est approchée avant que je puisse répondre. En tant que présidente du conseil d'administration, sa présence avait du poids. « Étienne » a-t-elle dit chaleureusement. « Je suis contente de vous voir debout. » « Complètement debout » ai-je répondu. Sophie a forcé un sourire doux. « Il se pousse trop loin. » Le regard de Judith s'est subtilement déplacé vers Bertrand. « Je comprends qu'il y ait eu des inquiétudes » a-t-elle dit avec prudence. « Oui » a répondu Bertrand avec aisance. « C'est pourquoi nous avons apporté des documents. » Il a d'abord tendu la lettre d'aptitude médicale à Judith. « Évaluation cognitive complète effectuée après la commotion » a-t-il expliqué. Aucune altération. Judith l'a parcouru brièvement. Le sourire de Sophie s'est aminci. C'est un avis, a-t-elle dit légèrement. Les commotions cérébrales peuvent avoir des effets retardés et la fraude financière non, a répondu Bertrand calmement. Les mots ont pesé plus lourd que prévu. Les conversations autour de nous se sont tues. Bertrand a continué, 3 jours après l'accident de M. Dubois, des demandes de transfert importantes ont été soumises. Des changements de bénéficiaires ont été initiés, tous sans son autorisation. La posture de Sophie s'est raidie. Je me préparais pour les frais médicaux, a-t-elle dit rapidement. Alors pourquoi la mise à jour de l'assurance vie, a demandé Bertrand doucement. Un silence? L'expression de Judith s'est durcie légèrement. Sophie a vite récupéré. C'est exactement ce que je craignais, a-t-elle dit en se tournant subtilement vers les invités environnants. Il est méfiant, paranoïaque. Il ne fait confiance à personne en ce moment. Je n'ai pas réagi. Au lieu de cela, j'ai sorti de ma veste une seule page. La note médico-légale préliminaire. Je ne l'ai pas tendue à la salle. Je la lui ai tendue. Elle a jeté un coup d'œil en bas et pour la première fois, son calme s'est fracturé. Ce n'était pas spectaculaire, juste un plissement des yeux. Une brève perte de couleur. Contamination du système de freinage confirmée. Enquête en cours. Aucune accusation imprimée. Juste un fait. Elle a relevé les yeux vers moi. Vous faites une erreur, a-t-elle chuchoté. Vraiment, ai-je répondu calmement. Judith s'est rapprochée. Sophie, a-t-elle dit calmement. S'il y a une enquête en cours, je vous suggère fortement de consulter un avocat indépendant. Le changement dans la salle était subtil mais décisif. Les investisseurs qui s'étaient inclinés vers Sophie plus tôt se sont alors redressés. Harold Moreau a raclé sa gorge. Nous avons besoin de stabilité, a-t-il dit prudemment, et de clarté. Je suis stable, ai-je répondu calmement. Le regard de Sophie a fusé dans la salle, mesurant la distance qu'elle était en train de perdre. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas accusé. Elle s'est simplement reculée. Je ne ferai pas ça ici, a-t-elle dit. C'est sage, a répondu Judith. Sophie est partie sans un mot de plus. Le quatuor à cordes a repris, d'abord hésitant. Judith a posé une main ferme sur mon épaule. Vous avez bien géré cela, a-t-elle dit. J'ai expiré lentement. Ce n'était pas une victoire. Pas encore, mais l'équilibre était rétabli. Alors que nous nous éloignions de la foule, le téléphone de Bertrand a vibré. Il a lu l'écran une fois, puis m'a regardé. Elle vient d'essayer d'accéder à distance à votre courriel d'entreprise, a-t-il dit calmement. Marc a haussé un sourcil. Depuis le parking, a ajouté Bertrand. J'ai senti quelque chose se mettre en place. Elle n'a pas fini, dis-je. Non, a convenu Bertrand. Elle monte d'un cran. Sophie n'a pas attendu longtemps. Le lundi après le gala, elle s'est présentée à mon bureau juste avant la fermeture. Pas spectaculaire, pas frénétique, contrôlée. La réception a appelé à l'étage. Madame Cole est là pour récupérer des effets personnels. Des effets personnels. C'était le prétexte. Bertrand et moi avons échangé un regard. Elle sait que nous la surveillons, a-t-il dit doucement. Laissez-la penser que nous ne le faisons pas, ai-je répondu. Plus tôt ce matin-là, Bertrand avait coordonné à nouveau avec le lieutenant Alvarez. Pas de surveillance nocturne spectaculaire cette fois. Juste un système d'alerte silencieux lié aux caméras internes du bâtiment. Si Sophie tentait d'accéder à des comptes restreints ou au sceau de l'entreprise après les heures de bureau,
la notification irait directement à Alvarez. Subtile, mesurée, comme elle. À 17h15, Sophie est entrée dans mon bureau. Elle portait un manteau beige, les cheveux tirés en arrière, l'expression composée. Si quelqu'un était passé, il aurait vu une femme ramasser des photos encadrées sur le bureau de son mari. Elle bougeait prudemment. Trop prudemment. Ses yeux balayaient la pièce comme si elle calculait les angles morts. Elle sait où est la caméra, a marmonné Marc depuis le côté du moniteur. Oui, a dit Bertrand, mais elle ne sait pas que nous avons mis à niveau les nôtres. Sophie a placé une petite pile de papier dans son sac à main. Puis elle s'est assise à mon bureau. Elle ne s'est pas précipitée. Elle a ouvert mon ordinateur portable. Il fallait un mot de passe qu'elle n'avait plus. Elle a marqué une pause, puis a sorti son téléphone. En quelques secondes, ma boîte de réception a affiché une tentative de connexion. Elle essayait de réinitialiser les identifiants via des comptes liés, des comptes plus anciens que nous n'avions pas mis à jour depuis des années. Marc a expiré lentement. Elle pense toujours selon de vieux schémas, a-t-il dit. L'alerte silencieuse s'est déclenchée. 10 minutes plus tard, Alvarez et 2 agents en uniforme sont entrés par l'escalier de service. Sophie ne les a pas remarqués jusqu'à ce que les lumières du bureau s'illuminent légèrement. Elle a levé les yeux et s'est figée. Madame Cole, a dit Alvarez calmement, veuillez vous éloigner du bureau. Son expression n'est pas passée à la panique. À la calcul. Je récupère des objets personnels, a-t-elle répondu avec aisance. Après les heures de bureau, a demandé Alvarez. Je suis sa femme. C'est en cours d'examen, a dit Bertrand depuis l'encadrement de la porte. Elle s'est tournée. Pendant une brève seconde, j'ai vu quelque chose de réel dans ses yeux. Pas de la colère, pas de la peur, de la reconnaissance. Vous appréciez cela, a-t-elle dit doucement. Non, ai-je répondu. Je me protège. Alvarez s'est avancé. Madame Cole, vous avez tenté un accès non autorisé à des comptes financiers et à des systèmes d'entreprise. Combiné aux conclusions médico-légales en cours, nous avons besoin que vous veniez avec nous. Elle n'a pas crié. Elle ne s'est pas débattue. Elle a simplement redressé son manteau. C'est inutile, a-t-elle dit. Il est confus. J'ai soutenu son regard fermement. Moi. Les agents l'ont guidée vers la sortie. Au seuil, elle s'est arrêtée. Tu peux encore arranger les choses, a-t-elle dit doucement. Nous n'avons pas à tout détruire. C'était le plus près qu'elle soit de l'honnêteté. J'ai maintenu son regard pendant un long moment. Vous avez commencé à tout détruire il y a des semaines, ai-je dit doucement. Je ne fais que fermer la porte. Elle n'a pas répondu. Le couloir a avalé ses pas. Le procès n'a pas été long. L'analyse médico-légale a confirmé la contamination du système de freinage. Les dossiers financiers montraient des transferts coordonnés liés au compte de dette de Lucas Fournier. Les journaux de courrier électronique montraient des discussions précoces sur la tutelle avant même qu'une nécessité médicale n'existe. 7 ans, pas 10. Pas spectaculaire. Mesuré, approprié. Lucas a accepté un accord de plaidoyer séparé lié à des infractions financières et des accusations de complicité. J'ai vendu la maison sur le chemin des Peupliers, Willow Ridge. Les souvenirs là-bas me semblaient compromis. J'ai déménagé dans un endroit plus petit surplombant le lac Léman, Lake Michigan. Matin calme, air pur, pas de ligne de crédit cachée. Avec les fonds restants, j'ai créé un programme de bourse d'études pour les étudiants poursuivant des pratiques commerciales éthiques en génie mécanique. Cela semblait juste. Un après-midi pluvieux, une lettre est arrivée de l'établissement pénitentiaire. L'écriture de Sophie était reconnaissable. J'ai tenu l'enveloppe longtemps. Il y a des moments où la curiosité se déguise en clôture. Mais j'avais appris quelque chose d'important. Toutes les portes ne méritent pas d'être rouvertes. J'ai placé l'enveloppe dans la cheminée. Regardez le papier se recroqueviller. Regardez l'encre s'estomper. L'argent révèle le caractère. La crise l'expose. Et l'amour sans transparence n'est pas de l'amour du tout. C'est un moyen de pression.